Donc, merci d'être présent. On veut également remercier le Conseil multidisciplinaire pour leur invitation aujourd'hui à venir présenter Alexandre, qui est intervenant en soins spirituels, et Pierre-Alexandre, Pierre-Alexandre qui est intervenant en soins spirituels, et moi, Stéphanie, qui est conseillère en éthique clinique sur les enjeux éthiques et spirituels liés à l'aide médicale à mourir et l'objection de conscience. Donc, il y a 3 objectifs principaux à la présentation. Donc, premièrement, de saisir qu'est-ce que l'objection de conscience, de comprendre la tension éthique que suscite l'objection de conscience en lien avec l'aide médicale à mourir, et finalement, reconnaître les repères éthiques et spirituels qui peuvent faciliter... pardon? Ah, PA. Donc, reconnaître puis finalement utiliser les repères éthiques et spirituels là, qui pourraient amenuiser cette tension éthique. Tout d'abord, une brève contextualisation de l'aide médicale à mourir, une définition de l'objection de conscience, la tension éthique que suscite l'objection de conscience en lien avec l'aide médicale à mourir, les repères éthiques, spirituels, finalement quelques pistes de recommandations. Dans la première partie, moi, j'ai vraiment plus utilisé le terme médecin, en fait, les professionnels qui sont médecins par rapport à l'objection de conscience, pas parce que les autres professionnels n'ont pas de droit à l'objection de conscience, mais dans la loi, la protection de l'objection de conscience est beaucoup plus claire pour les médecins. Tandis que Pierre-Alexandre, lui, a compris. Toi, tu parles de professionnels de la santé, donc c'était pas pour exclure un ou l'autre. Donc, vous êtes au courant de la loi 2 qui est entrée en vigueur en décembre 2015 sur les soins de fin de vie. Donc, l'objectif de cette loi-là, c'était d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie. Donc, qui vise un accompagnement adapté à la situation des personnes en fin de vie, notamment pour prévenir et apaiser leur souffrance. Donc, cette loi-là se divise en 2 grands volets. Tout d'abord, les soins de fin de vie qui incluent les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Puis, le régime des directives médicales anticipées qu'on va incessamment plus diffuser cette information-là au sein de notre CIUS. Donc, tel que défini dans la loi 2, l'aide médicale à mourir est un soin qui consiste en l'administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Donc ici, se dessine déjà la tension éthique entre l'aide médicale à mourir et l'objection de conscience, puisque justement, ceux qui veulent exercer leur objection de conscience et qui ne considèrent pas l'aide médicale à mourir comme un soin. Toutefois, elle est définie dans la loi. On en a parlé, Pierre-Alexandre et moi, parfois c'est l'utilisation des concepts comme ça qui renforce les tensions. Que si on appelait ça, par exemple, l'euthanasie, à ce moment-là, tu t'opposes pas. L'objection de conscience n'est pas contre un soin, donc ça demande toute une argumentation pour justifier l'objection de conscience à un soin. Parce que si un médecin dit « Ah ben non, mais je veux pas le faire », « Ah, tu refuses de soigner ton patient ». Mais c'est pas tout à fait là. Donc, je pense qu'au niveau des... Mais on connaît pourquoi on utilise aide médicale à mourir. Dans le contexte de la loi, quand elle a été définie, en fait, c'était parce que pour garder ça à la juridiction provinciale. Peut-être qu'éventuellement, le terme changera ou pas, mais il va falloir s'habituer avec celui qui sera choisi et privilégié. Les critères d'admissibilité, donc vous savez que l'aide médicale à mourir est quand même un soin exceptionnel, donc qui doit respecter des critères très stricts d'admissibilité. Donc une personne qui est assurée tout d'abord par la loi sur l'assurance maladie, elle doit être majeure, apte à consentir aux soins, atteinte d'une maladie grave et incurable. Puis la situation de cette personne-là se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Finalement, elle éprouve des souffrances physiques et ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées
dans des conditions que cette personne-là juge tolérables. C'est ici que se dessine la tension éthique. Donc, l'exercice d'objection de conscience met en tension les valeurs et le respect des volontés des usagers à demander un soin auquel ils ont droit et le respect de l'intégrité morale des médecins ou des professionnels de la santé qui refusent d'évaluer l'admissibilité des usagers ou de participer à l'administration de l'AMM. Donc, parfois, on va avoir des dilemmes éthiques. On peut choisir, OK, je participe à l'AMM, je ne participe pas à l'AMM. Donc, ça va vraiment être plus de nature d'un dilemme. La tension ici, c'est qu'il y a les intérêts des usagers puis les intérêts des professionnels de la santé. C'est pour ça que c'est vraiment une tension, plus de résistance. Donc, ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le chat. Donc, c'est une BD de Gueluc, un BDiste belge. Donc, c'est une façon d'illustrer pour moi l'objection de conscience à l'aide médicale à mourir. Donc, je vous laisse lire la petite bulle, ou je la lis peut-être. Hein? Donc, il est quasi impossible pour un mime d'imiter un Chinois tapant à la machine. Donc, l'objection de conscience, il ne s'agit pas d'une préférence. L'objection est fondée sur des valeurs morales qui sont importantes pour la personne. En médecine, parce qu'il y a d'autres types d'objections de conscience, en médecine, elle concerne un soin légal et médicalement approprié. Donc, si la personne rencontre les critères d'admissibilité que je vous ai présentés, le soin est médicalement approprié. Donc, protéger le droit d'objection de conscience et reconnaître également l'importance de protéger ceux qui refuseraient à poser un acte qui est contraire à leur conscience. Donc ici, ça pose vraiment, comme je vous disais, la tension pose un défi conceptuel aussi qui est de concilier les valeurs du patient et les services auxquels ils ont droit, qui sont confirmés par les tribunaux, par la loi 2, avec les devoirs d'un professionnel qui, s'il a qui a droit à ses convictions, il ne peut pas les imposer aux patients. Donc, c'est dans la recherche de cette conciliation en préservant l'intérêt du patient et le respect de ses droits que le compromis d'imposer un devoir d'assistance est avéré le plus acceptable. Donc, ça, c'est dans la dernière tribune du collège, sur le site du Collège des médecins, qui traite de l'objection de conscience et l'aide médicale à mourir. Donc, les repères éthiques qui pourraient aider à cette conciliation-là des valeurs. On parle d'une part du respect de l'autonomie, donc on peut voir le respect de l'autonomie de multiples manières. Tout d'abord, peut-être le caractère éclairé. Donc ici, le chat, il dit, bon, on dit que boire du café empêche de dormir. Par contre, dormir empêche de boire du café. Donc, c'est vraiment au niveau du caractère éclairé. Si on est informé, l'autonomie, en fait, c'est de respecter la personne comme être rationnel, capable de prendre ses propres décisions et de faire ses propres liens. Donc, c'est ça renvoie à la nature informée, réfléchie et intentionnelle d'une demande d'aide médicale à mourir. Donc, pour s'assurer du caractère éclairé, en fait, c'est d'aller vérifier aussi dans la discussion avec le patient, de connaître l'intentionnalité, donc c'est quels sont ses objectifs, les valeurs sous-jacentes à cette demande-là, etc. Donc, puis le médecin qui formule une objection de conscience dans le respect de l'autonomie des usagers devrait lui fournir les informations nécessaires, compréhensibles et qui permettent le dialogue, la poursuite des démarches et l'intégrité de la relation thérapeutique. Puis là, des fois, on va pousser la réflexion « Ah, OK, bon, le caractère éclairé, c'est la nature informée, on se rapporte à l'autonomie de la personne, mais est-ce qu'on devrait aussi, dans cette optique-là, informer les usagers? » Donc, la plupart des gens actuellement, c'est comme, non, on n'en parle pas aux patients, mais ça fait partie, comme quand on parle des consentements libres et éclairés, c'est vraiment on explique, par exemple, le diagnostic, c'est quoi les options thérapeutiques, les avantages, les risques, pour que la personne puisse faire un choix. Et là, si on prend pour acquis que l'aide médicale à mourir est un soin, donc qui pourrait faire partie aussi d'une option
dans le choix des soins de fin de vie d'une personne. Pour respecter son autonomie, est-ce qu'on devrait aussi penser à lui en parler, de définir ses options? Puis, là, je sais, ça, c'est choquant, mais si on y va de manière plus philosophique, en fait, pour le respect de l'autonomie de la personne, bien, ce serait de lui offrir, parce qu'on peut lui offrir une sédation palliative continue. Donc ça, il y a un certain confort avec ça. Mais l'aide médicale à mourir, c'est un soin nouveau, puis c'est non seulement par sa nouveauté, mais c'est également sa finalité qui fait qu'il y a un tiraillement qui se fait à l'intérieur de chacun. Donc, il y a aussi le caractère libre. Non. Oui, bien, c'est un des arguments qui est utilisé, puis je pense que tous les arguments sont valables, mais ils doivent être en même temps mis en perspective, puis discuter aussi avec d'autres collègues, puis des fois, parce que je vais finir avec une dia tantôt, là, parce que pour l'instant, ça peut être vraiment difficile de l'offrir comme soin de fin de vie, puis à un moment donné, peut-être que ça le sera moins. Mais c'est certain qu'il y a plusieurs, au début, avant l'application de la loi 2, bien, c'est souvent ce que les infirmières soulevaient, que les patients, ça fait longtemps qu'ils leur demandent l'aide médicale à mourir, même si on ne parlait pas encore dans la loi de l'aide médicale à mourir, les souffrances sont telles que tu veux être soulagé. Puis quand, justement, dans les critères d'admissibilité, il y a la douleur physique et ou psychique qui ne peut pas être soulagée d'une manière tolérable pour la personne, appréciable pour elle. Donc, là, on a parlé du caractère éclairé. Donc, il y a le caractère libre également qui entre dans le principe du respect de l'autonomie. Donc, bon, ici, il y a le chat qui parle à un petit chat. Tu peux faire tout ce que tu veux si, toutefois, ça reste dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses. Donc, quand on suit le caractère libre de la personne qui est ancré, en fait, dans des libertés négatives, c'est-à-dire astreinte, autant que possible, de manipulation, de coercition et d'influence indue. Donc, l'objection de conscience, ce n'est pas un exercice moralisateur. Puis, quand on parlait avec PA, quand on préparait la présentation, même la communication non verbale, quand on juge on juge une demande, on juge un soin, on juge un acte, c'est difficile même de manière non verbale d'être accueillant puis de ne pas être moralisateur parce qu'il y a un enjeu de pouvoir dans la relation médicale du patient avec les professionnels de la santé. Donc le patient, d'autant plus en fin de vie, dans une position de très, très grande vulnérabilité. C'est les soignants qui ont l'information, la connaissance, les moyens de le soulager. Donc déjà ici, il y a une inégalité qu'il faut tenter quand même de diminuer, d'amenuiser ça. Puis même, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que de respecter le patient dans le droit à l'information, parce que là, c'est les professionnels de la santé qui détiennent cette information-là. De par leur statut, c'est elles qui ont le pouvoir lié à la connaissance. Donc, est-ce que ça serait une façon de diminuer les écarts, de communiquer ouvertement? On ne sait pas, mais c'est des pistes de réflexion, tout le moins. Puis également, le caractère libre, on pourrait inclure le respect de la dignité qui devrait être, selon moi, entendu comme un échange sur les différentes conceptions de la dignité humaine. Que pour une personne, cette dignité-là est une conception plus objective, donc c'est-à-dire que le fait même d'être un être humain, c'est être digne. Donc là, c'est vraiment plus lié au caractère sacré de la vie, la compassion, l'amour, etc. Tandis que la dignité vue d'une manière subjective, c'est par rapport à ce que la personne, elle, juge digne.
Donc, ce n'est pas le fait d'être un être humain en soi qui la rend digne. C'est la perte d'autonomie, par exemple. Ça va diminuer sa perception de dignité. Donc là, les valeurs qui s'y rattachent, on va avoir des valeurs d'autonomie, justement, mais aussi les valeurs de performance. Non, moi, je veux pas me voir perdre toutes mes capacités. Puis, en même temps, dans les deux conceptions de la dignité, il y a plusieurs valeurs qui se rejoignent également, parce que quand on parlait de l'autonomie, la liberté de la personne, elles sont autant liées à la dignité objective que subjective. Donc, c'est une façon de percevoir cette dignité. Donc, dans les pistes de solutions, c'est ça ma petite dia de tout à l'heure, quand on disait peut-être est-ce qu'on pourrait envisager en parler avec les patients. Donc, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Donc, dans les pistes de solutions, permettre la conscientisation de la rencontre de deux libertés. Tout d'abord, celle du respect de l'autonomie des patients à demander l'aide médicale à mourir et le respect de l'intégrité de conscience du médecin ou des professionnels à ne pas poser cet acte qui favorise. Ça pourrait, donc, s'il y avait un dialogue établi, une communication transparente. En fait, on peut exprimer son désaccord, une objection de conscience, il faut la nommer dans le plus grand respect. En fait, c'est de se respecter soi-même, puis ça va induire un respect pour l'autre également. Soutenir, évidemment, et promouvoir des attitudes de reconnaissance des valeurs d'autrui en offrant des outils de réflexion sur ces différents enjeux. Donc, parce que quand on parle, Pierre-Alexandre, il va vous parler de tout ce qui a trait à la conscience, d'où vient cette conscience-là, où elle se situe à l'intérieur de nous, dans quel contexte on utilise la conscience ou une objection de conscience. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des outils également pour réfléchir à notre conscience, à notre niveau de conscience. Donc ça va être Pierre-Alexandre qui va pouvoir en discuter avec vous. Préserver la relation thérapeutique en prêtant une attention particulière au fait qu'une information, même communiquée le plus objectivement possible, est toujours sujette à la subjectivité de la personne et peut modifier de manière permanente la communication. Donc tout à l'heure, j'en ai glissé quelques mots sur le non-verbal, mais également les mots qui vont être choisis, la personne qui reçoit cette communication-là, son interprétation, puisqu'elle vit quelque chose de différent que l'autre qui communique. Donc, vous savez un peu tous les enjeux relatifs autour de la communication. Ça peut vraiment renforcer une communication, une relation thérapeutique, mais ça peut également la modifier, voire la couper. Donc, est-ce que Pierre-Alexandre veut nous parler de la conscience? Bonjour. Donc, moi, je vais vous parler plus de la conscience. C'est quoi? D'où ça vient? De quoi on parle quand on parle de conscience? Comment chacun de nous, on se fait une image de c'est quoi? Ou comment on en est arrivé à parler de conscience? Parce que je ne suis pas neurologue, donc je ne vous parlerai pas de qu'est-ce qui crée la conscience dans le cerveau, mais plutôt un angle théologique et philosophique ça va être assez résumé, là, on va faire des centaines d'années en quelques minutes, mais juste pour vous donner... mon objectif, en fait, c'est que vous-même, vous puissiez réfléchir, quand moi, je pense à ma conscience, où je la vois, d'où est-ce que je pense qu'elle vient, tout ça. Donc, d'abord, des petites définitions simples qui sont assez floues aussi, donc il va y avoir pas beaucoup de réponses dans ma présentation, mais plus des questions qui seront à vous de répondre ou plus tard de nous poser des questions, de dialoguer avec nous. Alors, qu'est-ce que la conscience? D'abord, il y a un aspect philosophique. C'est l'intuition plus ou moins complète, plus ou moins claire qu'a l'esprit de ses états et de ses actes. Bon, déjà, c'est pas super précis. C'est plus ou moins clair. On ne sait pas trop. Des fois, c'est là, des fois, c'est pas là. Un aspect moral, qui est une forme de discernement des valeurs morales. Donc, là, déjà, c'est un peu plus clair. On est capable de discerner qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire.
Puis la conscience, d'une certaine façon, ça, dans l'Antiquité, ils ont déjà commencé à réfléchir à ça. Ça nous oblige à faire des choses. On entend une petite voix ou on entend quelque chose dans notre tête qui nous pousse à faire quelque chose. On peut faire l'expérience de ne pas l'écouter, mais si on ne l'écoute pas, on va avoir des conséquences, on va avoir des regrets ou on va avoir des sentiments pas le fun après. Donc, il y a un aspect pratique. Il ne suffit pas de reconnaître le bien avec sa raison, avec sa conscience, mais il faut le faire. Donc, ce qui est intéressant avec la conscience, c'est que c'est pas, si on veut le définir comme un point géographique en nous, là, c'est vraiment un carrefour, un lieu de rencontre où se croise la loi. Donc, ça peut être la loi civile, là, mais ça peut être aussi la loi religieuse, si c'est des croyances pour nous. La liberté, donc toute forme de liberté. Les droits, encore au niveau civil, au niveau de qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Et les devoirs. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. Donc, et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte canadienne des droits et libertés, hein, j'avais pas mis mes R, il manque des R. Droits, pas des doigts de l'homme. Oui, je l'avais corrigé dans l'autre version. Et dans la Charte canadienne des droits et libertés, toute personne a une conscience. Donc ça, c'est pris pour acquis. Tout le monde a une conscience. Du moment que tu es un être humain, tu as une conscience. Et on a droit à la liberté de conscience. Donc ça aussi, c'est assez grand. Ils l'ont fait assez grand pour que ça inclue, bon, liberté de conscience. Tout le monde en a une, puis tout le monde a le droit de s'en servir comme il veut, dans le fond, ou selon des principes qui sont chers à eux. Mais on va explorer ça un peu plus loin. Là, j'ai mis Jiminy Cricket. Tout le monde connaît Jiminy Cricket? Tout le monde a vu Si vous n'avez pas vu Pinocchio, je vous le recommande fortement. Alors, c'est l'histoire d'un vieux monsieur, Geppetto, qui veut un enfant. Il n'y a pas d'enfant, donc il fait une prière. Là, vous allez me dire, c'est pas vraiment une prière, il demande à une étoile, il y a une fée qui descend. Mais si on y pense, c'est quand même une figure divine. Là. Il prie au ciel, puis il y a une jolie dame avec des ailes qui descend et qui va donner la vie à Pinocchio. Donc, il y a quelque chose de divin là. Et c'est l'ange. Moi, je vais l'appeler l'ange parce que dans cet angle-là, je trouve que c'est assez clair. C'est cet ange-là qui va nommer la conscience de Pinocchio. Elle va dire à Jiminy Cricket, c'est toi qui es la conscience. Et pour que Pinocchio, à la fin, devienne un vrai être humain, il faut qu'il sache utiliser sa conscience. Donc, la conscience est il faut absolument avoir une conscience pour être un être humain. C'est même une valeur importante d'être capable de l'avoir puis de s'en servir. Sinon, le message sous-jacent, c'est que si on ne l'a pas puis on ne s'en sert pas, on n'est pas un être humain. Si Pinocchio montre qu'il peut écouter sa conscience, à la fin, il va devenir un vrai être humain. Et aussi, je me suis rendu compte que les initiales de Jiminy Cricket, c'est JC, donc comme Jésus-Christ. On peut dire que c'est une coïncidence, mais je pense que... la raison, vous allez voir, il y a un peu de Disney En fait, il y a beaucoup de Disney dans ma présentation, mais c'est parce que j'aurais pu parler de Saint Paul, Thomas d'Aquin, Emmanuel Kant, Martin Luther, mais ça aurait été un peu plate. Mais là, je sais que vous avez vu Pinocchio, et plus personne... C'est rare les gens qui vont à l'église et au temple maintenant, mais tout le monde a vu Pinocchio. Donc... on va s'amuser un peu avec ça. Donc, même les initiales, Jésus-Christ, quelqu'un qui nous guide, qui est là à notre résurrection finale. Je trouvais que... J'aime ça voir les pistes théologiques dans les histoires qu'on connaît tous. Je me suis mis des notes, là, j'en ai deux. Hop. Donc, l'évolution, comment ça a évolué, ce concept-là de conscience individuelle? C'est assez récent, le concept que, individuellement... en fait, le concept qu'on a une conscience individuelle n'est pas si récent, mais le concept que cette conscience-là est importante est récent. Avant, c'était beaucoup plus la conscience collective en tant que nation, même que famille. C'était la collectivité qui comptait davantage. Mais c'est assez récent que la conscience individuelle, là, c'est vraiment ce qui est important puis ce qui va nous permettre de poser ou non des gestes ou des objections de conscience qui nous affectent juste nous. Avant, si ça t'affecte juste toi, c'est pas super important. Si ça affecte le pays, si ça affecte l'honneur de ta famille, là c'est important. Mais là, si ça t'affecte toi, ça n'a pas toujours été très important. C'est quoi les facteurs qui ont accéléré cette mise en valeur-là de la conscience individuelle? D'abord, il y a la relativisation des normes objectives absolues
causée par la rencontre de contextes culturels différents. Donc, quand tout le monde était blanc, catholique, francophone, ou peu importe le pays, germanophone, avec leurs propres valeurs, leur propre manière de penser, tout le monde pensait grosso modo pareil. Il n'y avait pas tant de confrontation au niveau des valeurs, des normes, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tout le monde avait des codes. Tout le monde s'était entendu socialement. Donc, mais là, avec la mondialisation, avec le multiculturalisme, de rencontrer des peuples différents, des cultures différentes, des langues différentes, là, tout d'un coup, c'est venu chambouler. Ah, nous, quand on veut dire ça, pour vous, c'est pas si important. C'est un des facteurs qui a vraiment accéléré ça a réduit ce bassin-là de pays, peuples, nations, familles. Là, OK, toi et moi, est-ce qu'on peut s'entendre sur certaines choses, même si on a des backgrounds complètement différents? Il y a aussi, ça c'est très important, je vais y revenir un petit peu plus loin aussi, la psychologie avec toute la montée, la découverte, si on veut, ou l'invention de la psychologie et les recherches qui en ont découlé, la dévaluation de l'objectivité morale au profit de la formation de notre personnalité morale. Donc, avant, on se disait qu'il y avait une morale objective, que soit Dieu avait créé ou que la vie avait créé, puis que c'était facile, il fallait juste suivre ça. Mais avec la psychologie, avec les thérapies, avec la conception de la psyché, on s'est rendu compte que ça s'est réduit plus vers nous-mêmes, comment, avec Freud surtout, nous, notre background, qu'est-ce qui nous a marqué, ça a été quoi notre histoire de vie, ça a été quoi nos traumatismes de vie. Donc, c'est plus ça qui est devenu qu'est-ce qui fait que je pense comme je pense. Et troisièmement, des transformations rapides du monde contemporain, les structures, surtout juridiques, ne peuvent pas s'adapter au changement. Donc, ça change tellement vite, il y a tellement de changements importants rapidement que nos philosophies puis nos consciences avancent, mais les grosses structures comme les tribunaux, tout ça, comme le système de santé, de trouver des politiques qui correspondent à ce qu'on veut, ça prend plus de temps. Donc, d'où le danger aussi certains opposants vont parler de pente glissante. Ouais, mais si on permet ça, ça va trop vite. Là. Si on permet ça, on va permettre d'autres choses, ça va débouler, on va pouvoir euthanasier tout le monde, on va pouvoir, wow, il y a un effet de ça va vraiment vite. Puis c'est vrai, ça va vite, surtout dans les dernières années, dans les dernières décennies, avec les technologies aussi qui permettent que les personnes vivent plus longtemps. La question de vivre très longtemps, mais aussi avec des souffrances, cette tension-là est assez nouvelle. Et là, j'ai mis un autre, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est plus récent dans les Disney, mais The Emperor's New Groove, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. C'est l'histoire d'un méchant empereur péruvien qui se fait changer en lama, et puis dans le fond, il faut qu'il devienne gentil s'il veut redevenir humain. Mais là, ce personnage-là s'appelle Kronk, et dans ce film-là, c'est habituellement le personnage qu'on apprécie le plus parce que c'est le plus humain. Et au début, il est méchant, puis à la fin, il est gentil. Mais j'aimais surtout cette image-là parce que qu'est-ce qu'il a sur ses épaules? Il a un petit démon et un petit ange. Et je vais revenir à cette diapo-là plus tard. Mais d'où ça vient, ça, d'avoir un petit démon? Évidemment, on va dire que ça vient de la religion. Un ange, un démon, mais ça va plus loin que ça. Là. Les concepts de ça sont très anciens. Là, je vous ai montré des images de Socrate. En fait, les deux. Celui en haut, sur le vase, c'est pas Socrate. C'est peut-être Socrate quand il était plus jeune et qu'il n'avait pas de vêtements. Mais les deux autres, c'est Socrate avec ce qu'il appelait son daimon. Alors, c'était quoi son daimon? Vous devinez quel mot a découlé de daimon? C'est démon. Ma théorie, sûrement ce qui est arrivé, c'est qu'après l'expansion du christianisme, à la culture grecque, ben là, ils ont tous pris ce qui ressemblait à de la culture païenne, puis ils ont dit, ça c'est des démons, c'est pas bon. Mais à la base, un démon, c'est un ange comme ça, ou c'est en fait un intermédiaire divin qui va jouer le rôle de notre conscience. Donc Socrate parlait de ça, il lui entendait une voix qui lui dictait quoi faire, qui le guidait à travers ses actions pour être sûr qu'il fasse les bonnes choses. Puis ce qu'on remarque aussi, là, la dernière, elle n'a pas d'aile, mais c'est souvent une figure
angélique. Donc, le démon n'est pas encore là. C'est un ange qui s'appelle un démon. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est un intermédiaire entre le divin et l'humain. Donc, cette forme-là de conscience, qui est en fait que ça vient pas de nous, ça vient du divin, mais le divin est beaucoup trop haut. Là. Il a envoyé un intermédiaire. Puis ça peut être, quand je parle d'intermédiaire, ça peut être un ange comme ça, une voix, quoique aujourd'hui ça passerait pas très bien, mais ça peut être un texte sacré qui va jouer l'intermédiaire entre le monde divin ou le monde sacré et le monde humain. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas Socrate avec des ailes qui lui parle, mais avec l'évolution de la psychologie, avec ces avancées-là, cette réflexion-là, qu'est-ce qui devient... Qui devient l'ange et le démon? C'est nous-mêmes. Donc, Donald Duck, il va avoir un ange et un démon, mais c'est Donald Duck en ange et démon. C'est pas un intermédiaire de lui-même, ça vient de lui. En nous, on a le mal, en nous, on a le bien, lequel il faut écouter. Là, ça dépend des situations. Après ça, c'est devenu un classique, tout le monde connaît ça. Là, Homer Simpson, il y a un ange et un démon. Homer Simpson sur ses épaules, Peter Griffin, Family Guy, même chose. Là, j'ai fait une grande recherche pour vous, sûrement de 15 minutes sur Google, mais j'avais pas beaucoup de temps, mais je voulais, ça me titillait la question d'où ça vient, ça, les petits anges. Là, j'ai trouvé Socrate, tout ça, j'ai trouvé les daimons, je trouvais ça intéressant, mais c'est qui les premiers qui ont illustré ça comme ça, un ange, un démon, que c'est nous-mêmes, notre face avec des ailes ou des cornes? Honnêtement, je pense que c'est Walt Disney. Je pense que c'est Donald Duck. Avec la psychologie, dans les années 30, puis dans les vieux Donald Duck, ils sont pas petits. Ils sont la même grandeur que Donald Duck. Il y a un ange, puis un démon. Puis... Donc, très rapidement, c'est devenu... On a l'impression que ça fait des centaines d'années qu'on pense comme ça, qu'on a un petit ange puis un petit démon qui sont nous-mêmes, mais c'est assez récent. Donc, ça illustre aussi un petit peu le point qu'avec toutes les transformations, puis la conception de la conscience, je trouvais important de faire une petite mise au point comme ça, là, pour qu'on comprenne cette évolution rapide-là. Puis, qui est-ce que je consulte, moi, quand je prends une décision? Quelle est ma conscience? Quelle est l'image que je me fais de ma conscience? Là, je vais faire une mise au point. Quand j'ai parlé de liberté de conscience au début, ça veut dire que le monde est libre. Le monde est libre de penser que c'est Dieu qui leur a donné leur conscience. Ils sont libres de penser que leur religion est un intermédiaire entre eux et Dieu et qu'ils vont écouter ça parce que... Et ils sont libres de penser que selon la psychologie, selon une vision plus psychologique, ça vient d'eux-mêmes. Donc, quand je parle d'évolution, je ne veux pas dire dans ce contexte-là qu'il y a une vision meilleure que l'autre. Je voulais juste illustrer cette rapidité-là de comment le concept peut changer puis comment ça nous affecte aujourd'hui. Donc, on a Kronk, dans le film de Disney dont je parlais, qui est assez récent, a son petit ange et son petit démon aussi. Et nous, mon objectif, c'est de vous faire réfléchir aussi. Est-ce que moi, j'ai mon petit démon, ma conscience, est-ce que c'est mon petit ange à moi, ou est-ce que c'est quelque chose de plus transcendant, de plus divin? Donc, comme on a dit, c'est un carrefour entre... La conscience, c'est un carrefour entre loi, liberté, droit et devoir. Si on l'applique particulièrement à l'aide médicale à mourir, aucun professionnel de la santé, donc comme Stéphanie disait, moi je parle plus de tous les professionnels de la santé, ce qui rejoint un peu son point de est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut nommer, il faut donner l'information. Moi j'aurais tendance à dire, on peut objecter, on peut dire, moi je veux tellement avoir rien à voir avec l'aide médicale à mourir que je veux même pas en parler aux patients. On aurait le droit de dire ça, sauf qu'on a des devoirs après de référer quelqu'un d'autre ou de référer une instance supérieure qui va trouver quelqu'un qui est prêt à le faire. Parce qu'on a le droit de refuser de participer, mais surtout, aucun professionnel a le droit d'ignorer cette demande-là. On va voir dans quelques secondes pourquoi. Donc, on a le droit de refuser, mais on a aussi le devoir d'exprimer ce refus-là aux bonnes personnes, comme le GIS, le groupe interdisciplinaire de soutien, qui est là pour soutenir toute personne, tout professionnel en lien avec l'aide médicale à mourir. Donc, on a le droit d'aller chercher. On a ces ressources-là qu'on peut aller chercher, qu'on peut dire, hey,
moi j'ai besoin d'aide à réfléchir à ça, ou moi je me sens pas à l'aise. Est-ce que vous pouvez m'aider, me soutenir là-dedans? Au bon moment aussi, puis en toute confidentialité. Ça, c'est des points que je trouve importants parce que si on attend le jour même de l'aide médicale à mourir pour s'objecter, ou si on s'objecte mais on le dit à tout le monde, ça peut être des situations problématiques. On peut se servir de cette objection-là, dans le fond, pour avancer notre propre agenda ou avancer notre propre opinion, la faire dans une relation de pouvoir, comme Stéphanie disait. C'est facile d'utiliser ces canaux-là pour nous faire entendre, d'utiliser ça comme porte-voix au détriment d'une personne vulnérable, qui souffre, qui a choisi ce soin-là pour ne plus souffrir. Parce qu'il y a le caractère ultime, final et intime de l'aide médicale à mourir ou de la mort en général. Quand on dit qu'on ne peut pas ignorer une demande comme ça, ben concrètement, cliniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un nous fait la demande, mais que nous, dans notre savoir clinique, on le sait que demain, elle va être inconsciente anyway. On pourrait être tenté, notre petit démon sur l'épaule pourrait nous dire « Ah! Elle va être inconsciente demain, personne ne va vraiment savoir qu'elle a fait cette demande-là. Moi, ça va m'éviter de faire des démarches, ça va m'éviter... » C'est le genre de truc auquel on pense, alors que c'est important de se rappeler qu'on n'a pas le droit de l'ignorer. Puis ça va du préposé à tous les professionnels. De se faire demander ça, c'est très significatif. Ou, un autre exemple, là, je vais parler du point de vue des soins spirituels. Il y a des prêtres qui font mon travail, de dire « Ah, moi, je ne donnerai pas l'onction des malades, par exemple. Je ne ferai pas un sacrement à la personne. Ça va contre mes valeurs. » Mais le service décide de proposer autre chose. On ne peut pas lui donner l'onction des malades, mais on va lui proposer d'autres choses. La personne dit oui. Oui, mais elle va mourir. Il y a quelque chose de final, là. Il y a elle fait une demande, et nous, on peut proposer quelque chose. Mais le fait qu'elle dise oui, c'est pas vraiment... À mon sens, c'est moins parce que ça lui tente que parce qu'elle veut mourir. Ça crée une ligne qu'on n'a pas ailleurs. Donc, cette ligne-là, il faut y réfléchir dès maintenant, je pense. Il faut se poser ces questions-là. C'est pas moi qui ai les réponses. Oui? Oui. Oui. Des fois, quelqu'un va faire la demande, puis un réflexe de s'assurer, puis je pense que c'est aussi une bonne pratique de s'assurer qu'on a tout mis en place. Mais la ligne est mince, en tout cas, selon mon interprétation, justement offrir les services optimaux, de reconnaître cette demande. C'est pas non plus que ça devienne un réflexe, puis dire, OK, la personne en demande la médicale à mourir, c'est parce qu'elle n'a pas eu ci, ça. Ouais. Il y en a des fois qui ont les meilleurs soins possibles et que malgré tout, ils le demandent. Oui. Mais c'est pas simple, j'imagine que ça l'est encore moins pour les personnes qui en plus sont mal à l'aise avec l'aide médicale à mourir. Ouais. C'est sûr que peut-être vu leur instinct d'offrir autre chose, peut-être être plus fort. Exact. Puis, quand on dit aucun professionnel de la santé ne peut ignorer une demande d'aide médicale à mourir, c'est pas n'importe quelle demande qu'on sait qui marcherait. C'est n'importe quelle demande. Même si, cliniquement, on sait que la personne ne cadre pas dans les critères de l'aide médicale à mourir. En tout cas, c'est mon interprétation de... Ça, c'est le Collège des médecins. C'est la loi. Donc, est-ce qu'on peut s'en servir? Parce qu'il y a toujours l'attention, oui, est-ce qu'elle veut mourir parce qu'elle n'a pas assez des bons soins? Mais, à quelque part, c'est pas à nous de se poser cette question-là non plus. Oui, exact. En dormant, oui. Ouais. Oui, oui. Ça fait beaucoup de choses. Parce qu'il y en a des personnes en CHSLD ou qui
qu'ils n'ont pas X ou X critères, mais qui vont faire la demande. Alors là, on fait quoi? On ignore la demande parce qu'on sait qu'elle n'aboutira pas, ou on fait... Parce que oui, après ça, c'est administratif, c'est des papiers, après ça, il faut rencontrer le médecin, mais des fois, c'est ça que ça prend, ne serait-ce que pour que la personne se sente écoutée dans ce qu'elle a demandé. Puis ça, c'est un peu une manière de dire, parce qu'on disait, les gens, il y a des gens qui n'ont pas l'information, mais il y a des gens qui l'ont. C'est public, on en parle à la télévision depuis quelques années. Les gens savent que c'est là, ils ne savent peut-être pas tous les détails, mais donc ça va être l'autre situation qu'on va avoir, des gens qui vont le demander rapidement, puis ça va créer des situations où, là, on a la place pour expliquer c'est quoi les options. Monsieur, madame, là, vous ne qualifiez pas pour l'aide médicale à mourir, mais voici sédation palliative, sédation intermittente, voici les options, directives médicales anticipées. Donc ça c'est des moments qui vont court-circuiter peut-être, qui vont permettre de donner ces informations-là. Idéalement, je pense qu'on devrait donner les informations à la base, comme ça, quand la personne est rendue là. Mais c'est des situations cliniques qui vont arriver que la personne, par elle-même, par ses demandes, vont forcer un peu les équipes à leur donner l'information. Ouais. Oui, vas-y. Ça, c'est Moulane. C'est ça que tu voulais me demander? Je trouve que des fois, avec l'objection de conscience aussi, que ce qui est difficile, c'est où ça commence et où ça finit. Depuis que là, maintenant, on a aussi un délai qui est imposé par la loi de 10 jours entre la réunion où la personne fait la demande jusqu'à temps que le soin se produise. Puis, c'est jamais encore arrivé, mais on a eu quelques questions là, théologiques parce que quelqu'un qui serait vraiment inconfortable, mais là, il y a un 10 jours, est-ce qu'on doit prendre le professionnel de la santé, donc il l'a signé à une autre unité, ou l'a signé parce que je ne veux pas, ils ne sont pas participants actifs dans le processus, mais il y en a pour qui peut-être juste de savoir que ça se passe dans une chambre, sur leur unité, il y a quand même ce malaise. Fait que c'est pas évident parce qu'il y a aussi le pendant de l'organisation des services. Quand on pense aux techniciens en pharmacie, puis aussi, il y en a beaucoup qui râlent le droit de l'objection de conscience. Et en quelque part, on a aussi besoin de gens pour les faire. Les trousses. Les fameuses trousses. Donc, tu sais, c'est pas toujours évident de jongler avec cet objectif, ce droit à l'objection de conscience, mais aussi le droit du patient de demander la médicament et d'avoir le droit de le recevoir. De le recevoir. S'il répond aux critères. Là, cette tension-là. Là, je me dis, dans un CIUS, c'est rendu gros, là. On est beaucoup, on va trouver, mais si je parle du point de vue des soins spirituels, c'est on a 2 prêtres, puis les 2 prêtres, ils veulent pas donner l'onction des malades. Je pense qu'il y a aussi une limite de on a essayé, ou tu sais. Ça, c'est moins. Là, je parle de quelque chose qui est. C'est pas en lien avec la vie ou le soin donné, mais c'est un autre soin que la personne demande. Donner un exemple concret, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a suivi une question qui veut dire est-ce qu'en entrevue d'embauche, par exemple, Ouais. disons quelqu'un en pharmacie, est-ce qu'on pourrait demander à l'entrevue est-ce que vous seriez à l'aise de préparer les trousses? Puis là, c'est sûr qu'il y a tous les enjeux de discrimination que tu peux pas, mais en même temps, il y a aussi pour les personnes qui ont à gérer le personnel, cette faute enjeu qui dit moi, même quand je me demande de les faire les trousses, si j'ai personne, qu'est-ce que je fais? Ça me prend cette ressource-là. Jusqu'à date, il n'y a jamais eu des situations hyper problématiques, mais c'est quand même des questionnements parce que tu veux reconnaître ce droit-là. Mais en même temps, il y a d'autres enjeux aussi parallèlement à ça. Bien, puis c'est tellement nouveau. Moi, je pense que ce qu'on fait là, ou qu'on en discute, qu'on y réfléchisse, petit à petit, c'est ça qui fait que pas nécessairement tout le monde va finir par dire, c'est pas l'objectif que tout le monde dise, ah ben oui, puis qu'il le fasse, mais au moins d'avoir ces réflexions-là, parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de l'aide médicale à mourir, puis qu'il y en a même sur leurs étages, mais ils ne se sont pas vraiment questionnés sur leur rôle, ou si eux, ça leur arrivait, ou tu sais.
à l'objection de conscience? Ou qu'est-ce que ça impliquait? Comment gérer l'unité, là? Ouais. Ouais, puis ça peut être des situations explosives sur une unité, d'où ce que je disais tantôt. Ben, ce qui est là en toute confidentialité, au bon moment, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte de si je suis pas à l'aise, à quel moment je le dis, à qui je le dis, pour me prévaloir de mon droit, mais pour pas causer d'autres torts. Parce que situation catastrophe de quelqu'un qui s'oppose, puis qui hey, moi je m'oppose, puis qui dit à tout le monde sur l'unité, puis que moi, puis toi, si tu le fais, en tout cas, être chef d'unité, c'est des situations à gérer, puis on s'en remet difficilement, là. Donc, je pense qu'il va toujours avoir ces risques-là. Il va toujours avoir il faut aussi lâcher prise au risque zéro de tout va bien se faire, puis on va tout avoir les trucs dans les temps. Comme dans notre travail, là, à tous les jours, on fait ce qu'on peut, puis le mieux qu'on peut, puis là, si on n'a pas de trousse, ben là, il va y avoir un protocole ils vont faire une demande au CIUS Centre-Ouest, ou il va y avoir un partenariat. Il y a quelque chose qui va se faire. Oui, le gestionnaire qui va se faire, mais si on n'en parle pas, puis si on n'en discute pas, puis si on n'a pas ces réflexions-là ensemble, là, voilà. Ouais. Ben, c'est la force d'avoir un CIUS aussi grand puis aussi diversifié. Alors, c'est dans les discussions, certainement. Là.
Parce que ça va être des questions de cours aussi, là. C'est pas juste le gouvernement va se faire poursuivre parce qu'ils n'ont pas alloué que ça se passe. Puis une des autres craintes que les gens ont, c'est mais là, les gens sont vulnérables, on va les convaincre, dans le fond, de mourir. Parce que, ah, grand-maman, tu sais, tu souffres beaucoup, là. T'as vraiment un beau condo, tu sais. Mais la loi comme c'est là, en tout cas, j'avais cette discussion avec mon père en fin de semaine. Je disais, voyons, la loi comme elle est faite là, c'est tellement strict, puis on est tellement... il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Hein. C'est peut-être juste mon père qui ne comprend pas, mais bon, c'est l'histoire de notre vie. Non, mais c'est bon, on a des bons débats, on a des bonnes discussions. Je pense que c'est important de le faire en famille, CIUS aussi. Hein. Alors, juste un dernier déjeuner pour terminer. Alors, ça, c'est Moulin. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. C'est l'histoire d'une jeune Chinoise qui se déguise en homme pour aller combattre les méchants envahisseurs. Et puis qu'évidemment, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de se déguiser en homme. L'armée, c'est réservé pour les garçons. Mais là, elle veut défendre son pays, elle veut défendre sa famille, elle veut défendre sa patrie. Donc, elle se coupe les cheveux. C'est très bon. On se demande tout le long du film comment ça se fait qu'ils ne se rendent pas compte que c'est une fille parce qu'elle est clairement plus intelligente que tout le monde, mais... c'est même... Moi, c'est pour mon public féminin aujourd'hui. Mais dans ce film-là, encore une fois, là, elle va prier ou elle va demander, là, c'est pas à Dieu, mais c'est dans une conception asiatique, à ses ancêtres, de la guider. Puis là, les ancêtres vont apparaître comme des fantômes, là, puis faire une espèce d'assemblée, puis ils vont avoir un dialogue, ils vont s'obstiner, là, ils s'entendent pas, il y en a qui disent, ben là, elle n'a pas le droit. Tout sur la question d'honneur, qui n'est pas un concept très ancré en Amérique du Nord, mais pour les peuples asiatiques, c'est assez important. Donc là, comment est-ce qu'elle va honorer sa famille ou ses ancêtres? Est-ce qu'en défendant son pays, ses biens, les membres de sa famille, est-ce que ça va apporter de l'honneur sur la famille? Ou est-ce que le fait de se déguiser en homme, là, ça va être trop une grosse transgression parce que c'est contre la loi. Elle n'a pas le droit de faire ça. Là, Disney adoucit un peu les histoires, là, mais dans la vraie histoire de Moulin, elle se fait découvrir puis elle se fait décapiter parce qu'elle n'a pas le droit d'être... Ça finit pas bien. Il y a beaucoup d'histoires que Disney a repris, mais que les vrais contes ne finissent pas bien. Là, parce que là, c'est cute, elle se coupe les cheveux, elle a l'air d'un gars, mais c'est vraiment une grosse transgression dans ce conte-là, dans cette époque-là. Donc, ça nous ramène un peu à la question...
d'honneur, si on veut y penser plus en termes que nous, on comprend, là, moins avec les ancêtres puis tout ça, mais on a quand même, je pense, un honneur personnel, qu'est-ce qui va m'honorer dans ma conception de la vie, de la mort, de mes actions. Une sorte d'honneur professionnel, ben on a des ordres ou on a des instances qui nous guident, mais on a aussi, moi, pourquoi je fais ce travail-là. C'est quoi l'idée que j'avais en tête en faisant tel travail en relation d'aide, comment est-ce que j'honore aussi, comment est-ce que je jette de la bonne lumière sur ma profession. Il y a un honneur d'honorer nos institutions, que ce soit nos établissements de santé, les lieux où on travaille, mais aussi, j'avais l'image en voyant justement les ancêtres de Moulin en assemblée. Tu sais, la loi 2 sur l'aide médicale à mourir, c'est rare que ça arrive, là, mais on a eu des longs débats, puis ça a été un processus non partisan. Là. Toutes les parties se sont mis là-dedans, se sont entendues, donc il y a quelque chose de plus grand là, que nous, puis c'est quand même, on a la chance de vivre dans un pays démocratique où là, tout le monde s'est parlé, puis s'est mis ensemble, puis a accouché du meilleur truc qu'on était capable de faire à ce moment-là, puis qu'on peut utiliser. Donc, on a pu, j'ai fait le passage tantôt entre conscience collective puis conscience individuelle, que la conscience individuelle est très importante maintenant. Ça ne veut pas dire que la conscience collective n'existe plus puis qu'on ne peut pas aller la questionner ou se positionner dedans. Et aussi, bon, le plus important selon moi, honorer la patiente, ses demandes, le patient ou la patiente, les entendre, les écouter, comprendre leur vécu, être empathique, faire honneur à leur vie qu'ils ont. Puis s'ils sont rendus à demander ça, c'est pas parce que c'est pas pris à la légère non plus. Donc, comme je disais au début, j'ai peu de réponses pour vous, mais beaucoup de questions que je vous invite à réfléchir, advenant que vous puissiez être en contact, mais puis vous le serez très fortement, si vous très certainement, si vous travaillez sur des milieux de soins. Qu'est-ce que je vais faire si je me ramasse en situation d'aide médicale à mourir, de près ou de loin? Donc, d'où vient ma conscience? Quand moi je pense à ma conscience, est-ce que ça vient de ma religion, de ma philosophie de vie? Est-ce que ça vient de mes parents? Est-ce que ça vient juste de moi? Est-ce que moi je sais qui est bien ou pas bien? Est-ce que ça vient des films de Disney que j'ai regardés et qui m'ont vraiment marqué? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Donc, tous ces questionnements-là nous donneront pas une réponse définitive non plus, mais ça nous permet au moins de faire rouler notre hamster, de penser à ça. Qu'est-ce que ma conscience me dit sur l'aide médicale à mourir en général? Parce qu'on peut avoir une position générale et dans telle ou telle situation. Ça se peut que moi, je sois pour l'aide médicale à mourir, mais que je me ramasse dans une situation où celle-là, non. Pour X raisons. Donc, ça ne soit pas absolu non plus. Puis ça peut changer. Tout comme les croyances, ça peut changer. On peut être pour une journée, finalement, on le vit. Ou l'inverse, on était contre. Puis là, ça donne qu'on est exposé à ça, puis ça s'est bien fait, puis c'était serein, puis en tout cas, donnons-nous le droit de réfléchir, mais aussi de ne pas être trop draconien dans ce qu'on pense maintenant, puis de se laisser des ouvertures. Puis comment est-ce que je peux appliquer ce que ma conscience me dit concrètement, cliniquement, tout en honorant tous ces devoirs-là, ces engagements moraux et professionnels, parce qu'on a l'éthique théorique de, bon, qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal, puis ça semble assez évident, mais quand il faut qu'on l'applique, des fois, là, c'est là que ça coince, puis que c'est damned if you do, damned if you don't, là. On est dans des... je deviens anglo tout d'un coup. On est dans des conundrums de ça, on se sent coincé, puis je terminerai là-dessus, quand on se sent coincé, c'est pour ça, vous n'êtes pas tout seul, il y a le GIS, il y a le comité d'éthique, il y a des collègues aussi en qui vous avez confiance. Sentez-vous à l'aise de les contacter, puis de réfléchir avec eux, parce que plus on est de cerveau puis de conscience différentes, plus c'est nourrissant, puis on approche, on n'atteint pas la vérité, mais on approche, puis c'est quand on utilise notre conscience. Ça ne veut pas dire quand on l'utilise pour faire la bonne décision, parce qu'on n'est pas sûr de l'avoir, mais quand on l'utilise, ne serait-ce que pour réfléchir, puis avec d'autres, c'est là qu'on devient des vrais humains, comme Pinocchio,
qui devient finalement un real boy. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Questions, comments? J'ai mis les remerciements. Ah, toi, t'en as mis? Ah, ben oui. Toi, t'as une autre partie, excuse-moi. Ah, ben c'était de préserver, mais c'est pour que... Donc, la préservation de la relation thérapeutique en prêtant une attention particulière, là, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, à la communication. Puis, donc aussi de se rappeler que parfois faire ne sert à rien et ne rien faire sert. Puis, on voulait remercier encore une fois le conseil multidisciplinaire. Merci.